Bonjour à tous, c'est Gab le plaisir de vous accueillir pour le deuxième volet du parcours pédagogique sur la sécurisation des accidents de travail et des maladies professionnelles. Comme indiqué lors de la programmation, nous aborderons aujourd'hui la sécurisation de la DAT, de votre personnel contractuel et la vigilance que vous devez avoir afin que votre déclaration soit correctement traitée. En effet, contrairement au personnel titulaire, l'imputabilité de l'accident est déterminée par la CPAM sur la base des éléments que vous lui aurez transmis. Par conséquent, la saisie de votre déclaration doit permettre à vos interlocuteurs de la CPAM de pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. Alors nous aborderons lors de cette présentation successivement les vigilances et les réflexes à avoir lors de la saisie. Alors, avant de débuter la séance, petit rappel pratique sur le déroulement. Nous avons prévu 30 minutes de présentation, puis 15 minutes de questions-réponses. À tout moment, vous avez la possibilité de nous contacter par écrit via la plateforme GoToWebinar, donc sur la partie droite de votre écran. Nous répondrons en fin de séance à l'ensemble de vos questions. Ces précisions étant faites, je vais maintenant laisser la parole à Marion Costanzo, consultante experte dans le management des risques professionnels, et je vous souhaite à toutes et tous une excellente séance. Bonjour à tous. Donc, nous sommes donc réunis aujourd'hui afin d'aborder la question de la phase déclarative et plus particulièrement de la déclaration d'accident du travail. On peut s'interroger sur pourquoi il est opportun de sécuriser cette phase déclarative. On constate que c'est opportun de sécuriser cette phase déclarative à 3 niveaux, notamment au niveau du risque financier encouru par votre établissement. En effet, chaque accident de travail reconnu d'origine professionnelle a un impact sur votre tarification accident du travail de vos contractuels. Donc, chaque accident du travail occasionne des cotisations supplémentaires pour votre établissement. En parallèle, quand un accident du travail est parfois mal déclaré, avec des éléments pouvant engager votre responsabilité, on peut avoir un risque juridique qui apparaît, dans la mesure où il est possible pour l'agent contractuel d'intenter une action en faute inexcusable contre votre établissement s'il estime que les conditions de sécurité n'ont pas été respectées dans le cadre de son activité professionnelle. Ainsi, si dans la déclaration d'accident du travail, vous avez laissé passer, j'ai envie de dire, une parole malheureuse, on peut emporter d'ores et déjà la conviction des magistrats sur une éventuelle responsabilité de votre établissement. Enfin, il est important de sécuriser sa phase déclarative pour une question de notoriété de votre établissement. On constate que certaines entreprises du secteur privé notamment ont eu des articles dans la presse pour relever le fait qu'ils avaient dissimulé des accidents de travail et donc toute l'image de leur entreprise et la notoriété même de leur activité a été remise en cause. Et bien entendu, c'est pour ça que nous vous encourageons à déclarer tout fait accidentel qui vous est rapporté par vos agents. Si on s'attarde quelques secondes sur le contexte des risques professionnels et la tendance relative à votre secteur d'activité. On constate dans un premier temps ce chiffre de 3,1%. Qu'est-ce que ça représente? En fait, ce chiffre, c'est la tendance haussière des accidents du travail dans votre secteur d'activité. Et ce qui est important à relever ici, c'est que votre secteur d'activité est un des 2 seuls en France qui voit sa tendance augmenter au niveau des accidents du travail. Ça suppose donc que dans l'administration plus particulièrement, on voit une augmentation de la sinistralité et une augmentation des risques professionnels. C'est donc à ce titre qu'il est important d'être vigilant au niveau de la phase déclarative pour éventuellement faire diminuer cette tendance. En parallèle de cette augmentation du volume d'accidents de travail, on constate une augmentation des coûts des accidents du travail. En fait, on voit qu'en moyenne, les accidents du travail ont un coût qui a augmenté de plus 15,8% entre 2012 et 2017. Et donc, ce qui suppose qu'à sinistralité constante, au niveau de vos cotisations accidents du travail pour vos agents contractuels, vous avez payé 10% de cotisations en plus entre 2012 et 2017. Donc, pour toutes ces raisons, on constate qu'il est impératif d'être diligent et proactif dès la survenance de l'accident de travail pour non seulement identifier les motifs de survenance de l'accident de travail et éventuellement mettre en place des actions de prévention correctrices. Et en parallèle, on voit qu'il est important de sécuriser la phase déclarative
pour que les accidents qui ne sont pas d'origine professionnelle ne soient pas portés à votre charge. Alors, avant d'aborder les vigilances en matière de déclaration d'accident de travail, nous avons une question à vous poser et nous souhaiterions savoir quel pourcentage de vos accidents déclarés sont reconnus d'origine professionnelle. Donc, entre 50 et 70%, entre 70 et 90%, entre 90 et 95% ou plus de 95%. Nous vous laissons quelques secondes pour répondre. Nous attendons les dernières réponses. Merci à vous. Donc on voit que les réponses sont vraiment partagées. La majorité, la petite, alors on a un ex-aequo entre 70 et 90% et plus de 95%. Et donc, pour vous donner les éléments au niveau national, je vous indique que la moyenne nationale est de 75%. Donc 75% des accidents du travail et maladies, des accidents du travail déclarés sont reconnus d'origine professionnelle. Donc ce qui suppose que 25% des accidents du travail peuvent passer sur le régime général et donc sur le régime maladie. Cela vous permettra ainsi d'optimiser votre tarification AT et d'être plus performant sur la matière. Et donc, on va voir, en fait, dans le cadre du déroulement de ce webinaire, quels sont les différents leviers que vous pouvez activer en vue d'atteindre ce taux de reconnaissance des accidents du travail de 75%. Et nous allons notamment commencer par les points de vigilance sur la déclaration d'accident de travail. Donc, vous avez donc le CERFA de déclaration à compléter dans les 48 heures de la connaissance de l'accident et non pas de sa survenance. J'explique la différence entre ces deux notions. L'accident qui se déroule le 25 avril à 8 heures devra être déclaré dans les 48 heures, donc jusqu'au 27 avril 8 heures, si vous avez connaissance de l'accident le jour J. Toutefois, si le salarié vient vous rapporter les faits uniquement 2 jours après, c'est uniquement à compter du 27 avril que le délai de 48 heures va commencer à courir. Et donc, c'est donc bien la date de connaissance de l'employeur qui est importante pour savoir quel est le délai de 48 heures qui s'applique. Et donc, cette information stratégique pour vous dédouaner de votre obligation de déclaration est apportée ici, dans votre CERFA de déclaration d'accident de travail. Par rapport aux circonstances de l'accident qui sont apportées à cet endroit-là, nous vous invitons notamment à employer des formulations de précaution et notamment l'emploi du conditionnel. Et toujours indiquer que c'est le salarié qui vous déclare que les faits se sont passés comme ceci ou comme cela, pour ne pas engager une éventuelle conviction de votre part quant à la survenance de l'accident. Au-delà de ça, il est important dans les circonstances de l'accident de toujours rester objectif. Mais il ne faut pas non plus trop donner d'informations qui risqueraient de vous porter préjudice à terme. Si on prend un exemple d'une personne qui chute dans les escaliers. J'ai déjà rencontré des déclarations d'accident de travail où il était indiqué que la personne chutait dans l'escalier parce que la rambarde était mal scellée. Il est évident que le fait que la rambarde était mal scellée n'apporte rien au contexte de l'accident de travail, car la chute reste la même. Toutefois, au niveau de la responsabilité de votre établissement sur le fait que la rambarde était défaillante, est un problème. Dans ces circonstances, donc, il est important de rester objectif et concis dans les circonstances de l'accident. De la même façon, quand on va parler du siège et de la nature des lésions déclarées par votre agent, il est important de rester objectif et n'oubliez pas que vous n'êtes pas médecin, dans le sens où on va privilégier les terminologies de douleur et
de coûts ou ce genre de choses. Car si vous indiquez d'ores et déjà une fracture ou un lumbago, vous indiquez déjà qu'il y a un diagnostic médical qui est posé et que par conséquent, vous témoignez du rattachement entre la lésion constatée et les circonstances de l'accident. Alors même que c'est à la caisse primaire de s'assurer de la juste cohérence entre les lésions et les circonstances. De la même façon, il est important dans le siège des lésions de préciser la latéralité de la lésion, donc c'est-à-dire droite ou gauche. Car là encore, la caisse primaire va venir s'assurer de la cohésion de tous les éléments. Parce que par exemple, quelqu'un qui chute en se cognant, ce ne sera pas normal si la lésion se situe à la cheville gauche, alors que les circonstances montrent que tout aurait dû se dérouler à droite. Donc c'est vraiment là encore important de rester objectif et le plus concis possible dans les lésions tout en étant précis. Par ailleurs, à cet endroit-là, vous avez une case qui consiste à savoir si l'accident a été connu ou constaté. Alors, un accident constaté, c'est un accident qui a été vu par la personne qui va signer la déclaration d'accident du travail. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose de très rare. Donc, nous vous invitons d'ores et déjà à cocher de façon quasi systématique la case connue, car si vous cochez la case constatée, on va avoir une conviction de la caisse primaire d'assurance maladie de la survenance de l'accident du travail. Par ailleurs, si on s'attache à l'onglet témoin, il est important ici de rappeler ce qu'est un témoin. Un témoin, c'est une personne qui a vu les circonstances se produire et non pas une première personne avisée, c'est-à-dire une personne à qui on est venu rapporter les faits. Donc le témoin doit vraiment être une personne qui a vu la chute, qui a vu la personne se faire mal. Entendre l'agent contractuel dire aïe, ouille ne suffit pas. Il faut vraiment que la personne ait vu la circonstance. Et je vous encourage aussi à mettre en place une procédure spécifique dans votre établissement de recueil de l'attestation du témoin. Mettre en place cette procédure de façon systématique va contraindre les personnes qui sont indiquées comme témoins à signer le document rapportant les faits. Et vu que ce document engage leur responsabilité, on aura l'assurance que le témoin est bel et bien un témoin. Et je vous rappelle encore que quand un témoin est mentionné sur la déclaration d'accident de travail, nous pouvons être sûrs à 90% que la caisse primaire reconnaîtra l'origine professionnelle de l'accident. Si on s'attarde désormais sur l'onglet tiers, on va être dans des cas d'accident spécifiques quand ce dernier peut être causé par un tiers de l'accident. Donc, on peut être notamment sur tout ce qui est accident de la circulation. Et la notion de tiers est importante à définir dans la mesure où le tiers est vraiment une personne extérieure à l'établissement. Ça ne peut pas être un collègue de l'agent. Il faut vraiment distinguer les deux options pour indiquer quand nous avons un tiers ou pas. Et quand l'accident est occasionné par un tiers, c'est important de recueillir l'ensemble des informations relatives à l'identité de ce tiers et notamment la compagnie d'assurance de ce dernier. Car quand la responsabilité de ce tiers est reconnue à 100% par exemple, l'intégralité des dépenses relatives à l'accident du travail sont retirées de votre taux de cotisation. Donc c'est vraiment important d'être diligent dans ce type de déclaration pour que la caisse primaire dispose de l'ensemble des informations pour ensuite se retourner contre la compagnie d'assurance. Enfin, nous allons nous attarder sur la notion de signataire de la déclaration d'accident de travail. Il ne faut pas oublier que la personne qui déclare l'accident de travail engage la responsabilité de l'établissement. Il faut donc s'assurer que la personne qui va apposer sa signature sur la déclaration maîtrise bien l'ensemble des enjeux de la déclaration d'accident de travail et est bien à même d'engager la responsabilité de l'entreprise. C'est pourquoi nous vous encourageons à mettre en place une procédure de validation des déclarations d'accident de travail pour que tout ce processus soit sécurisé.
Si on passe désormais sur ce qu'on peut appeler les bons réflexes en matière de phase déclarative, on va s'interroger sur quelques questions. Comment compléter ma DAT alors que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé? C'est des facteurs qui peuvent arriver régulièrement, où vous pouvez recevoir un certificat médical initial indiquant la survenance d'un accident de travail, alors même que votre agent ne vous a rien rapporté. Dans ces conditions, nous vous invitons à laisser les champs circonstances et nature de l'activité au moment de l'accident vierge ou avec uniquement la mention néant, pour indiquer à la caisse primaire que vous n'avez aucune information sur les circonstances de l'accident. Ça vous permettra d'imposer à la caisse primaire de conduire des investigations complémentaires pour savoir ce qui s'est passé. On peut également s'interroger sur que dois-je faire quand je n'ai pas assez d'éléments pour formuler mes réserves en délai de 48 heures. Les réserves, c'est un courrier qui permet d'indiquer que vous avez des doutes sur la survenance de l'accident. Et c'est vrai que parfois, ça nécessite de mener une mini-enquête pour savoir vraiment ce qui s'est passé, alors même que vous sentez dès le départ qu'il y a des éléments qui vous chiffonnent. Si vous constatez que vous n'avez pas assez d'éléments pour rédiger ce courrier dans les 48 heures, la parade qu'on peut opérer, c'est que, en lieu et place de faire la déclaration sur Net Entreprise, qui du coup suppose une prise en charge rapide par la caisse privée d'assurance maladie compte tenu de la déclaration, vous pouvez faire votre déclaration par voie postale sur le CERFA papier que vous allez imprimer et indiquer dans ce CERFA que vous allez adresser un courrier de réserve très prochainement par pli postal séparé. Le fait d'adresser les éléments par voie postale vous permettra de gagner le délai d'acheminement, le temps que la Poste délivre le courrier à la caisse primaire d'assurance maladie, et on va dire que ça vous laisse 48 heures supplémentaires pour recueillir les informations pour formuler des réserves motivées. On peut également parfois se poser la question de on vient me déclarer que le salarié est tombé à un endroit précis sans toutefois comprendre comment cela est possible. Dans ces conditions, je vous invite à vous déplacer sur le lieu de surveillance du prétendu accident et en fait de vous assurer de la cohérence entre les circonstances déclarées par votre agent et l'environnement de travail. Parce que parfois, on va se rendre compte que malgré tout, c'est possible ou alors pas du tout possible. Et ça vous permettra vraiment d'avoir un œil éclairé sur l'existence ou pas de l'accident du travail. On voit aussi aujourd'hui une recrudescence des déclarations d'accident du travail pour mal de dos. Et on va parfois avoir des spécialistes en la matière et on va avoir au sein d'une même année des agents qui vont venir vous déclarer 3, 4 fois un accident du travail pour mal de dos. Donc, dans ces conditions, on peut avoir différentes postures à tenir. On va déjà pouvoir éventuellement formuler un courrier de réserve pour alerter la caisse primaire sur le caractère répétitif des accidents du travail et éventuellement indiquer à cette dernière que l'accident du travail qui vous est déclaré le 25 avril n'est pas un nouvel accident, mais éventuellement une rechute du précédent accident de février 2017. En parallèle, cet accident peut éventuellement être lié à l'état pathologique indépendant du salarié et ne pas être lié à son activité professionnelle. Et donc, dans le cas du courrier de réserve, vous pouvez éventuellement retracer la chronologie des accidents du travail et faire un focus particulier sur l'activité du salarié qui, pour le coup, n'est pas en lien avec un éventuel mal de dos. Et bien souvent, on va se rendre compte que les circonstances de l'accident du travail ne sont pas vraiment cohérente par rapport à un labago ou autre, parce que parfois on va certainement avoir un agent qui vous dit je me suis fait mal au dos en me levant de ma chaise. Ça peut faire sourire, mais ce sont des typologies d'accidents que l'on rencontre régulièrement. Et dans ces cas précis, on se rend compte qu'il y a une absence de fait accidentel. Alors même que pour obtenir la qualification d'accident de travail, on doit avoir un fait accidentel et une lésion. On va désormais s'attarder sur la notion de réserve motivée. Les réserves motivées, ça sert à quoi? Ça sert à exprimer ses doutes
et donc à formuler des observations à la caisse primaire d'assurance maladie sur le fait que vous pensez que l'accident qui est déclaré n'est pas un accident de travail. Le courrier de réserve devrait être, dans l'idéal, joint concomitamment à la déclaration d'accident du travail. Et à partir du moment où ces réserves sont motivées, la caisse primaire d'assurance maladie va être contrainte de conduire une investigation complémentaire et d'aller interroger l'agent, vous-même, voir les témoins qui ont été mentionnés dans la déclaration d'accident du travail. Et dans le cadre de cette instruction complémentaire, vous aurez notamment accès aux pièces du dossier. Et dans ces pièces du dossier, vous allez recueillir des informations fort intéressantes, et notamment tout ce qui est certificats médicaux prescrits à votre agent, et également les déclarations de ce dernier, ce qui vous permettra d'avoir vraiment un œil éclairé sur l'intégralité de l'accident de travail et de vous faire un avis sur est-ce que je poursuis mes réserves dans le cadre de l'instruction ou est-ce que j'estime que oui, c'est un accident de travail et que je dois en supporter la charge. Alors, concernant l'émission de ces réserves, nous allons vous poser une dernière question. Selon vous, quels sont les motifs de réserve valides? Donc, est-ce la circonstance de temps et de lieu, l'absence de témoins, le non-port des EPI et un accident de travail suite au refus d'octroi de congés payés? Ou éventuellement, est-ce que c'est des circonstances de temps et de lieu, d'absence de témoins, d'absence de fait accidentel et de constatation médicale tardive, ou encore l'absence de témoins, l'absence de fait accidentel et une constatation médicale tardive et le non-port des EPI? C'est un choix multiple, on va vous laisser quelques secondes de réflexion. Prenez votre temps. Il nous reste toujours quelques personnes, donc la moitié des participants ont voté. Alors n'hésitez pas, hein. On vous donnera la réponse très rapidement. 85%. Pour les indécis, c'est le moment de faire votre choix. Très bien, nous vous remercions pour vos réponses. On voit que les réponses sont partagées entre la deuxième et la troisième proposition. On a 55% des répondants qui ont répondu à la deuxième solution et 45% des répondants qui ont répondu à la troisième solution. La bonne réponse est la deuxième. En effet, le non-port des équipements de protection individuelle n'est pas un motif de réserve. Et je vais m'attarder sur ce point quelques secondes afin de vous rappeler votre obligation de sécurité de résultat. Donc, c'est à l'établissement de s'assurer que l'agent porte ses équipements de protection individuelle. Indiquer dans vos réserves que ce dernier ne les portait pas est susceptible d'emporter votre responsabilité. Donc, c'est vraiment quelque chose à bannir de vos lettres de réserve. Nous allons désormais nous attacher à évoquer les différents motifs de réserve motivée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de réserve motivée est apparue dans le Code de la sécurité sociale dans le cadre de la réforme de la procédure d'instruction en 2010. À partir de là, les caisses primaires d'assurance maladie ont eu une posture très stricte sur ce qui était des réserves motivées. Donc, on a eu un contentieux très nourri sur la posture des employeurs sur la notion de réserve, et notamment CEGAP, par l'intermédiaire des avocats avec lesquels ils travaillent, permet de faire évoluer la jurisprudence, et nous avons depuis la fin de l'année 2016 les premières décisions favorables de la Cour de cassation sur cette thématique, et qui vient un peu assouplir la notion de réserve motivée. Donc, ce qui est le plus évident dans les réserves motivées, dans un premier temps, ça va être les circonstances de temps et de lieu. C'est certain que si votre agent ne travaillait pas le jour où il déclare son accident, ce serait un bon motif de réserve motivée. La notion de lieu est également quelque chose d'important pour indiquer que si l'accident s'est déroulé hors
du lieu d'exercice de son activité professionnelle, on pourra formuler des réserves que la caisse primaire prendra en compte pour instruire le dossier. Nous avons également la notion de constatation médicale tardive. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, ça va être l'agent qui vous déclare un accident du travail le lundi et qui va consulter son médecin uniquement 5 jours après. On va pouvoir avoir de sérieux doutes quant au rattachement de la lésion à l'accident du travail qui s'est déroulé 5 jours après. On va estimer que l'agent a récupéré la pleine possession de ses moyens et a pu faire bien d'autres choses dans le cadre de sa sphère privée avant même d'aller consulter son médecin. Donc on pourra mettre en avant cette discordance entre la date de survenance de l'accident et la date de la constatation médicale pour formuler des réserves motivées. L'absence de témoin est également un élément qui vous permet de formuler des réserves motivées. La Cour de cassation est vraiment venue assouplir ce point fin 2016 pour indiquer que seul cet élément pouvait formuler des réserves motivées. Bien entendu, on vous invite à étayer cette situation. Par exemple, quand un agent vous déclare un accident et aucun témoin, alors même qu'il travaille dans un bureau où il est entouré de 10 personnes, ça viendra vraiment nourrir votre lettre de réserve. Car en fait, ce qu'il faut retenir dans la notion de réserve motivée, c'est qu'on est vraiment dans l'écriture d'un petit roman, en fait, pour indiquer à la caisse primaire un faisceau d'indices pour qu'elle se pose des bonnes questions sur la survenance ou pas de l'accident de travail. La notion d'état pathologique antérieur est également quelque chose que vous pouvez mentionner dans la lettre de réserve. En effet, indiquer que votre agent en est à son 4e accident sur la même lésion vous permet de formuler des réserves, ou également dans l'hypothèse de malaise, on va parfois rencontrer des agents qui sont sujets à l'épilepsie, qui vont déclarer des malaises dans le cadre de leur activité professionnelle. Et dans ces cas-là, vous pouvez indiquer l'état pathologique de votre agent pour formuler des réserves motivées. Nous avons également l'hypothèse de l'information tardive de votre agent. Qu'est-ce que ça recouvre? Donc là, on va être dans l'hypothèse de l'accident qui serait survenu le lundi, mais l'agent vient vous le rapporter uniquement le jeudi. Et donc là, le délai entre la survenance et la déclaration vous amène à penser que vous avez des doutes sur la survenance de l'accident. Car il faut rappeler que l'agent a normalement 24 heures pour vous déclarer cet accident. Enfin, nous avons la notion d'absence de fait accidentel. Ça va être notamment, comme on l'évoquait tout à l'heure, l'hypothèse de la personne qui déclare « ça te fait mal au dos » en se levant de sa chaise. Ou alors la personne qui déclare avoir eu mal au genou en marchant, tout simplement, sans qu'il y ait aucun fait accidentel, aucun choc, aucun fait traumatique. Donc voilà en fait les différents motifs de réserve que vous pouvez venir détailler dans votre courrier accompagnant la déclaration d'accident de travail. Et une fois que vous avez fait cette déclaration et cette lettre de réserve, on va donc être dans l'instruction de votre dossier d'accident du travail et on va aborder les différents leviers que vous avez dans le cadre de cette instruction pour vraiment piloter cette dernière et ne plus subir la prise en charge quasi systématique des caisses primaires d'assurance maladie. Quand vous avez formulé des réserves motivées, la caisse primaire va venir vous interroger dans le cadre d'un questionnaire qu'elle va vous adresser. Il est important dans le cadre de ce questionnaire, dans un premier temps, d'y répondre, bien entendu, et au-delà de ça, d'y apporter la plus grande vigilance. Et donc, bien souvent, vous avez recueilli des informations complémentaires entre le moment où vous avez fait votre déclaration et le moment où vous recevez le questionnaire. Et donc là, il faut apporter toutes les informations nécessaires à la caisse primaire pour venir compléter les éventuels doutes que vous aviez dès le départ. Si la caisse primaire ne vous adresse pas de questionnaire, elle peut éventuellement diligenter la visite de l'agent enquêteur. En général, vous êtes prévenu de la visite de cet agent. Donc, dans cette hypothèse, il faut vraiment que vous soyez prêt à le rencontrer. Donc, ce qui suppose que la personne qui va le réceptionner devra être une personne qui peut représenter la responsabilité de l'établissement.
Et cette personne devrait être briefée vraiment sur toutes les circonstances de l'accident et sur l'environnement de travail de l'agent qui a fait la déclaration d'accident de travail. Car c'est en effet sur la base de cette visite que l'agent rendra son rapport d'enquête à la caisse primaire d'assurance maladie, qui se basera sur ce dernier pour rendre sa décision. Par ailleurs, dans le cadre de l'instruction, vous avez également un courrier qui vous informe de la clôture de l'instruction et de la possibilité d'aller consulter les pièces du dossier à la caisse primaire d'assurance maladie. C'est important que vous preniez acte de ce courrier et que vous preniez rendez-vous à la caisse primaire, car il faut savoir que c'est une obligation de cette dernière de vous mettre à disposition différents éléments. Si certains éléments ne figurent pas au moment de cette étape, c'est un motif qui pourra être exploité par les avocats avec lesquels travaille CEGAP pour obtenir l'inopposabilité de l'accident. Au-delà de ça, c'est à ce moment-là que vous pourrez avoir un avis éclairé sur l'ensemble de la dimension de l'accident, et notamment sur les déclarations de votre salarié et sur les certificats médicaux descriptifs. Notamment sur tout ce qui est pathologie liée au dos, on va parfois constater sur le certificat médical initial que le médecin traitant de votre agent a indiqué hernie discale. Alors même que les médecins avec lesquels on collabore vous indiqueront tout de suite, qu'une hernie discale ne peut pas être constatée le jour même d'un fait traumatique. Et donc, le fait d'avoir eu accès aux éléments du dossier peut vous permettre d'avancer ces éléments dans ce que l'on appelle le courrier d'observation complémentaire. Le courrier d'observation complémentaire, c'est quoi? C'est le courrier que vous allez adresser à la caisse primaire d'assurance maladie avant la prise en charge pour formuler, on va dire, de nouvelles réserves et pour vous assurer de la décision finale de la caisse primaire d'assurance maladie. Et donc, en activant l'ensemble de ces leviers, ça vous permettra d'être vraiment le pilote de l'instruction, le pilote de l'accident de travail et de maîtriser votre taux d'accident de travail et de vous assurer que les accidents du travail qui rentrent dans votre taux de cotisation sont ceux qui représentent au plus juste votre sinistralité. Donc, on va désormais passer à la séance de questions-réponses. Et donc, je vais laisser la parole à Jonathan. Oui, donc nous avons reçu une première question. Et donc, alors pour que tout le monde soit au courant, peut-on émettre une réserve motivée si l'employé déclare un mal de dos suite à un effort de soulèvement? Donc il est précisé transfert d'une personne d'un lit à un fauteuil. Alors en fait, ça va être délicat d'émettre des réserves à partir du moment où on imagine bien que le patient représente un certain poids et que donc il y a bien un mécanisme accidentel qui existe à ce moment-là. Donc ça va être quelque chose de compliqué. Toutefois, dans les établissements hospitaliers, on sait que peuvent être mis à la disposition des agents des lève-malades. Donc, ce qu'on peut vous encourager à faire dans ce type de cas, c'est vraiment d'inciter les employés à utiliser les lève malades et éventuellement à mettre en place des sanctions disciplinaires s'il y a un caractère répétitif de non mise en œuvre des conditions de sécurité de la part de votre agent. Alors, du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement posées par les participants? Alors, pour l'instant, non, mais n'hésitez pas à nous solliciter sur la partie droite de l'écran. Donc, vous nous soumettez vos questions par écrit. On va vous laisser quelques instants pour rédiger éventuellement vos questions. Donc aujourd'hui, toute la thématique de l'accident du travail et de la phase déclarative, c'est un réel enjeu en fait pour l'ensemble des établissements. C'est vraiment important d'être mobilisé dès la survenance de l'accident. Ça a différents effets positifs, notamment, on l'a déjà évoqué sur l'optimisation de l'autocotisation, mais également tout ce qui est sécurité au travail, c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui. Et donc, être diligent et proactif dès la survenance de l'accident, ça vous permettra mieux d'identifier les mesures de prévention à mettre en place
Et une déclaration d'accident du travail bien rédigée, ça vous permettra également de faire des statistiques beaucoup plus pertinentes pour piloter cette politique de prévention. Car quand on se met d'accord sur comment je libelle les circonstances de l'accident dans telle ou telle typologie, ça vous permettra vraiment d'identifier les motifs de prévention à mettre en place. Donc on va repasser aux questions. Donc nous avons une deuxième question. Une collectivité peut-elle solliciter l'avis de la CPM pour un agent fonctionnaire, même si elle est RACL? Alors, sur cette partie-là, c'est délicat car effectivement, vous prenez en charge vos personnels titulaires en auto-assurance. Donc, parfois, vous faites appel à un assureur externe. Et en l'occurrence, la CPM donc s'occupe des agents, vos agents contractuels, et n'est pas habilitée à vous répondre pour ce type d'accident. Donc il y a des commissions de réforme qui sont mises en place et en général les établissements se tournent vers la commission de réforme pour pouvoir avoir une réponse. Alors bien évidemment, nos consultants nous sont à votre service pour vous apporter ce regard extérieur, mais pour conclure sur cette question, il n'y a pas de possibilité de transmettre une déclaration accident de travail pour un personnel titulaire et avoir un avis de la part de la CPAM. Alors n'hésitez pas à rédiger d'autres questions. Alors je le précise directement, si toutefois des questions vous revenaient par la suite, vous pouvez nous les poser via l'adresse mail info@segap.fr. Et sur le site internet, vous retrouverez bien évidemment tous les contacts utiles. Alors écoutez, on vous laisse encore 2-3 secondes. Ah, alors on a une autre question. Peut-il y avoir des réserves pour un agent qui se bloque le dos en sortant de sa voiture sur le parking de l'établissement lors de l'embauche? Ah, question compliquée. En fait, alors déjà, on va s'attacher à savoir si nous sommes dans le cadre d'un accident de travail ou dans le cadre d'un accident de trajet. Donc, pour savoir dans quel cas nous nous trouvons, il va falloir déterminer à qui appartient le parking où s'est garé l'agent. Si le parking fait partie de la collectivité, c'est donc un accident de travail. Par contre, si nous sommes sur un parking de la voie publique, nous sommes dans le cas d'un accident de trajet. Donc, si nous sommes dans le cas d'un accident de trajet, il n'est pas forcément opportun de formuler des réserves dans la mesure où les accidents de trajet ne sont pas portés à la tarification directe de votre établissement. Donc, en fait, il y a une mutualisation qui existe et en fait, vous n'aurez aucun coût associé à cet accident. Si nous sommes dans l'hypothèse d'un accident de travail, alors, on va pouvoir effectivement formuler des réserves, car on peut imaginer que le salarié, l'employé qui vient vous déclarer ces circonstances était seul au moment de la survenance de l'accident déclaré. Donc, déjà, vous pourrez activer le levier de l'absence de témoin. Et au-delà de ça, on pourra également arguer du fait qu'il y a une absence de fait accidentel dans la mesure où le fait de sortir de sa voiture ne constitue pas un fait accidentel à proprement parler. Alors, oui, nous avons une autre question. Donc, un malaise qui se produit sur le lieu de travail est-il un accident du travail? Question complémentaire, une expertise doit être nécessaire avant de déterminer si celui-ci est lié au travail. Là encore, l'hypothèse du malaise est vraiment quelque chose de particulier. Donc, un malaise qui survient au temps et au lieu du travail doit être déclaré comme un accident du travail. Après, il est évident que le caractère professionnel est vraiment à déterminer dans la mesure où, suivant les circonstances de l'accident, le malaise pourra être lié ou pas à l'accident du travail. Donc, il est impératif, quand vous avez un accident du travail pour un malaise, de formuler une lettre de réserve motivée et vraiment d'être attentif à cette dernière. Car, en fait, on va pouvoir évoquer dans le cas présent le fait que le malaise est lié à une cause
étrangères à l'activité professionnelle, comme éventuellement le cas de l'épilepsie qu'on pouvait évoquer tout à l'heure. Parfois, par contre, on peut avoir des motifs, on peut avoir des malaises vraiment d'origine professionnelle quand l'agent est vraiment dans des conditions de stress et autres. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que la caisse primaire doit conduire vraiment une enquête spécifique quand on a un accident du travail pour un malaise. Et on va même distinguer deux cas d'instruction qui ont été définis par la CNAM, de l'hypothèse du malaise entraînant un décès, du malaise qui n'entraîne pas de décès. Et donc, la caisse primaire est alors tenue de conduire une enquête spécifique pour déterminer si le malaise est lié ou pas à l'activité professionnelle. Alors, nous avons, dans la continuité de la question sur le personnel titulaire et la CPM, on nous pose la question de savoir si une collectivité peut-elle solliciter donc la CPM sur l'accompagnement des recherches de pistes d'amélioration. Donc là, ce que nous proposons à cette personne, c'est qu'on la recontacte pour savoir quelles seraient ses attentes par rapport à ces pistes d'amélioration, soit pour que nous puissions l'aider dans la réflexion, ou nous puissions l'orienter par rapport aux interlocuteurs capables de répondre au niveau de la CPM. En tout cas, ça manque de précision. C'est vrai que c'est pas forcément le meilleur endroit pour poser les questions, donc on vous recontactera afin d'en savoir plus sur vos attentes. Donc sinon, pas d'autres questions pour l'instant. Donc écoutez, je souhaitais juste vous rappeler que vous avez la possibilité de télécharger la présentation en PDF, donc dès à présent. Vous retrouverez également sur notre site internet l'enregistrement, donc vous recevrez un lien d'ici la fin de la semaine. Et vous retrouvez également les questionnaires de satisfaction ou pas d'ailleurs, nous le dire, et une infographie aussi sur la déclaration, sur la gestion de la déclaration accident de travail. Donc nous souhaitons vous remercier d'avoir participé à cette séance d'information et on vous donne rendez-vous le 13 juin. Nous aborderons la gestion du questionnaire de maladie professionnelle. Donc nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à nous solliciter pour tout complément d'information. Bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir.